Bonjour à tous, bienvenue sur ITV Célébrité. Aujourd'hui on reçoit Christophe Pinin. Vous pouvez le voir derrière moi, on est à sa salle d'entraînement. Christian est en train déjà de préparer le matériel car c'est un homme très pris. Il a un agenda très chargé. On va parler de sa carrière du début jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de préparer les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Gros challenge car à son âge qui avance, c'est très beau de vouloir se lancer dans cette aventure qui va l'amener justement peut-être vers encore un championnat du monde réussi, hein, on ne sait pas, on lui souhaite. En tout cas, on va faire une belle émission. Christophe, c'est quelqu'un qu'on aime car il est gentil, humble et quel grand champion. Merci à vous de nous suivre, public, on adore nos interviewés et vous inquiétez pas, Christophe en fait partie. On vous embrasse tous, à bientôt et belle journée, au revoir. Bonjour Christophe, bienvenue à ITV Célébrité. Bonjour. Alors là, elle n'a pas été longue en tous les cas déjà pour résumer. Non, je me suis arrêté en quatrième, quoi du moins. Je me suis pas arrêté, j'ai été orienté vers un LEP en quatrième et ça a été finalement une très belle chose puisque j'ai atterri au LEP de Moscou, qui est une école religieuse et salésienne exactement, c'est-à-dire Jean Bosco, c'était une personne qui s'occupait des enfants justement. Et j'ai rencontré des professeurs fantastiques, mais vraiment fantastiques, et fatalité. C'est pour ça que je dis que ça a été une très belle chose. Des professeurs qui étaient voués corps et âme aux enfants et à l'enfant que j'étais à ce moment-là. Et fatalité, à ce moment-là, ma mère est décédée et du coup, ces professeurs se sont occupés vraiment de moi. Et c'est pour ça que je dis que ça a été finalement une très belle chose parce que j'ai été encadré, soutenu. Mon père travaillait la nuit, mon frère était encore jeune. Donc du coup, ça a été vraiment ma famille. J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans, plus parce que j'étais un enfant un peu dissipé et les professeurs d'école ont orienté mes parents en disant ça serait bien que votre enfant puisse à la fois canaliser son énergie. Donc il y avait des arts martiaux qui étaient donnés dans le cours, dans le gymnase de mon école. Mais sinon, en fait, avec le temps et avec le recul, je suis plus un sportif qu'un karatéka. C'est-à-dire que ma vraie école de vie est le sport et le karaté en fait partie. Voilà. Mais pas l'inverse, je ne suis pas un karatéka pur. Moi, je suis passionné aujourd'hui. Bon, avec le temps, je suis passionné. Je fais beaucoup de trail, du trail. J'ai couru dans le désert pour faire le marathon des sables. Tu fais du golf aussi, j'ai vu. Je fais du golf, je fais beaucoup de ski, quoi. Beaucoup de sport en nature. Alors ça paraît paradoxal parce que moi je suis dans un sport à l'opposé, c'est-à-dire très intense et en plus en intérieur, donc un sport de salle. Mais je pense que ma vraie nature était plus au départ certainement orientée vers des sports d'extérieur, de plein air, des sports d'aventure. La vie a été faite comme ça, mais c'est pour ça qu'après coup, je peux clairement dire, droit dans mes bottes, je suis un sportif. Le sport, c'est ma vie et le karaté en fait est une partie de cette vie-là. Alors, j'ai gagné mes premiers titres, j'avais 15 ans. À l'époque, en karaté, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, il n'y avait pas un karaté vraiment enfant qui était développé. Aujourd'hui, on peut être même champion d'Europe à 12 ans. Ce n'était pas possible à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, les vraies compétitions commençaient à l'âge de 18 ans. Voilà. Cela dit, moi, j'avais une dérogation, quand j'avais été sélectionné en junior en étant juste cadet, et du coup, j'ai gagné mon premier titre de champion de France en 85. Voilà. Champion de France de karaté. Cette même année, j'étais champion de France de taekwondo et champion de France de kung-fu. Et d'ailleurs, je voyageais avec un gars qui est pas loin d'ici, Wang Ni, qui a après été champion du monde de kung-fu. En fait, je gagne les championnats de France en 85. Ma mère décède quelques années auparavant. Du coup, je demande à devancer mon service militaire. En fait, j'ai que 17 ans à ce moment-là. Donc, je devance mon service militaire en 86. Je suis incorporé le 86-08. Et je me retrouve à Doullens, dans le nord de la France, pour faire mes classes avec tous les sportifs, notamment tous les rugbyman, avec Franck Ménel et ainsi de suite. L'époque de Franck Ménel, Olivier Roumat, Carminati, voilà, je me retrouve avec eux.
Et après, j'intègre le bataillon de Joinville, qui était déjà déplacé à Fontainebleau, qui s'appelle l'École interarmée des sports. Ouais. Et c'est comme ça que je rentre en 86 au bataillon de Joinville, où là, en fait, c'est le service militaire pour les sportifs. Donc on ne nous demande pas réellement de faire un service militaire, on est sur une base et on est là pour s'entraîner. Donc en fait, notre tenue est un survêtement militaire. Mon corps, je suis rattaché, je suis aviateur Christophe Pinat à ce moment-là. Je deviens champion de France militaire aviateur et après champion de France interarmes, c'est-à-dire mer, terre, toutes les armées se réunissent pour faire un championnat de France. Et je deviens champion de France cette année-là, donc militaire, et champion d'Europe junior. À 93, c'est un grand souvenir pour moi, c'est un titre mondial, c'est pas un championnat du monde, c'est une Coupe du Monde. Il y a une petite particularité, notamment dans les catégories de poids, mais c'est un titre mondial. Et c'est en 93 à Alger. Et alors, double anecdote, la première, c'est parce que je suis jeune à ce moment-là et je gagne un titre mondial, donc je suis un peu la surprise générale. Tu as quel âge là, pardon? Je suis né en 68, il faudrait faire le calcul, mais je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'en tout cas, j'étais un très jeune au niveau mondial, ça c'est clair. Et la deuxième anecdote, c'est qu'à ce moment-là, il y a des conflits entre l'Algérie et la France et que pour le coup, moi je reste enfermé dans ma chambre avec des militaires et du coup, j'ai pas profité du tout de mon titre. Et après, on est rapatrié entre guillemets en France rapidement parce qu'il y a eu c'est déclenché quelque chose, je me rappelle plus exactement, mais c'était assez grave. Je crois qu'il y a eu des Français qui ont été exécutés sur le territoire à ce moment-là. En tout cas, on a été évacués, plus ou moins. Et du coup, voilà, donc c'est 93, c'est une grande victoire pour moi. C'est ma premier titre mondial. En 94, l'équipe de France, on gagne le titre de champion du monde par équipe à Kota Kinabalu. Très exactement 22 ans après l'équipe de Dominique Valera. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, la France n'a plus jamais été champion du monde entre Dominique Valera en 72 et nous en 94. Donc ça a été un gros gap quand même. Et en 94, on gagne avec une équipe qui est à la fois très jeune, puisqu'on était tous des jeunes compétiteurs, Romain Anselmo, Michael Braun, Alain Lehété, qui était le pilier à ce moment-là de l'équipe de France, avec Marc Piret, qui était un ancien, qui était de l'époque d'Emmanuel Penda, qui était le capitaine de l'équipe de France, qui nous a soutenus à emmener cette jeune équipe. Et on fait champion du monde face aux Anglais. Donc les Anglais qui ont toujours été, entre guillemets, la nation opposée à la France en équipe, très souvent quand même. Et moi, je fais partie du collectif, en tout cas des 5 de base, parce qu'une équipe est 7 avec 2 remplaçants, mais il y a le 5 de base, voilà. J'ai fait partie de ce 5 de base fort. Et je pense qu'on a tous eu, à un moment donné, dans chaque tour, des moments de faiblesse et des moments de force. Et moi, j'ai fait partie de ça. Il y a des fois, j'ai pas fait gagner l'équipe, et il y a des fois que, grâce à moi, l'équipe a aussi pu gagner. Donc voilà. Mais c'est ça, justement, une équipe, c'est qu'à un moment donné, chacun a eu sa période de faiblesse et chacun a eu sa période de force. Alors moi j'ai gagné 6 fois individuel les championnats de France, 6 fois les championnats d'Europe, individuellement 3 titres mondiaux, et par équipe j'ai gagné en 94, 96, 98, 3 aussi. Voilà, tu fais combien de titres en tout? Alors au niveau mondial ça fait je crois 6 titres mondiaux et à l'intérieur j'ai 3 titres individuels et 3 titres en équipe, pardon. Et tu es donc un des plus grands karatékas du monde? Non, ouais, après j'ai pas... Il y a des gens qui ont cumulé, oui, j'ai été l'un des plus grands karatékas du monde. Faut le dire. Bon, après un palmarès, c'est lorsqu'on donne un palmarès, on donne les victoires, mais le palmarès, il est construit sur beaucoup de défaites en fait. Alors, beaucoup moins. Je l'ai été à un moment donné. Ça a vraiment été, comment dire, ça a vraiment été quelque chose qui s'est imposé à moi à une époque. Donc j'allais vraiment dans les écoles parler de ça. Après, la vie, on ne sait pas trop comment elle est faite, on s'accapare quelque chose et on fonce dedans. Et en fait, c'est vrai que je me suis énormément occupé de ça. J'allais dans les collèges, je parlais de ça et en fait,
après coup, je me suis aperçu aussi que le racket était très implanté dans les écoles à ce moment-là. Et du coup, après, je me suis orienté plutôt sur la racket parce que je me suis aperçu qu'un enfant qui était racketté pouvait être le premier de la classe, psychologiquement, il se retrouvait dans l'année dernière de la classe, et puis psychologiquement, il souffrait. C'est une souffrance qu'il pouvait pas, quoi, il ne savait pas trop comment la partager, est-ce qu'il devait en parler aux parents, au directeur, de peur de se faire frapper à la sortie de l'école. C'est très compliqué, c'est quelque chose que j'avais pris là aussi, à cœur. Et j'étais assez bien placé pour en parler parce que justement, je leur disais aux jeunes, vous savez, moi je suis champion de karaté, mais dans votre situation, si j'étais dans votre situation, j'en parlerais tout de suite aux professeurs d'école pour essayer de trouver une solution, j'en parlerai à mes parents, mais en tout cas, il ne faut pas voler l'argent de vos parents pour le donner à des gens, vous rentrez dans quelque chose qui est plus possible. Et je leur disais, justement, là je peux être à l'aise, parce que je suis champion de karaté, je peux vous dire, j'irai pas à la bagarre, mais par contre, il faut avertir les gens qui vous encadrent. Voilà. Et c'est rigolo parce que j'étais tellement engagé de manière volontaire, bénévole, et voire même je forçais les directeurs d'école à me recevoir, hein, alors que... Et un jour, par pur hasard, je crois plusieurs fois je me suis retrouvé à ça, il y avait des inspecteurs en fait qui étaient dans la classe. Et c'est comme ça que sans le savoir, un jour j'ai reçu l'Ordre national du mérite par Jacques Chirac pour cette démarche-là, alors que j'avais rien demandé, j'étais pas vraiment au courant et je le faisais simplement à titre individuel, voilà, sans aucune structure. Tu as un autre point commun avec Chuck Norris. Ah bon? Parce que lui aussi, aux États-Unis, il s'occupe de ce genre de situation. Il allait dans les écoles, mais lui, il l'a fait à travers ses écoles d'arts martiaux. Le 14 octobre 2000, je fais champion du monde de karaté, toute catégorie. Moi, j'ai jamais préparé mon avenir, c'est-à-dire que j'avais annoncé que c'était mon dernier championnat du monde, mais j'avais aucune idée de la reconversion que j'allais faire derrière. Pour le coup, j'ai gagné, pour le coup, j'ai eu des propositions. En l'occurrence, la Grèce m'a demandé entraîneur national. J'ai accepté pour des raisons déjà de climat, de géographie, quoi. Je trouvais que la Grèce, ça correspondait pratiquement à Nice, mais un peu plus loin. Et du coup, j'ai validé ça et j'ai passé 1 an et demi fantastique. Je me suis régalé, j'ai rencontré des gens fantastiques. Ça a été une expérience vraiment... Tu avais déjà l'école, là, bien sûr, en même temps? Oui, je l'avais, moi je m'en occupais pas vraiment, hein, mais comment dire, j'ai toujours donné des cours, tout ça, mais j'étais entraîneur national là-bas, après je voyageais, je me déplaçais, ça faisait partie de ma vie, mais voilà, en tout cas c'était une aventure humaine, et d'ailleurs je suis toujours en contact avec plein d'athlètes que j'ai eu à l'époque en Grèce. Papadopoulos m'a battu à Rio de Janeiro et il fait champion du monde toute catégorie, donc un de mes athlètes, quoi. Que moi j'ai eu plus tard, et moi je le rebats au premier tour des championnats du monde à Munich. Il était champion du monde en titre. Oui, donc la Grèce, c'est une histoire, hein, quand même. Voilà, c'est la vie qui a écrit l'histoire. Alors, en 2001, donc je suis président de la commission des athlètes, donc je représente les athlètes dans le monde. Là aussi, c'était une belle aventure. Après, je dirais que je suis arrivé peut-être pas au bon moment, parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'était ça, moi en tout cas, ma mission principale, c'était de regrouper tous les athlètes dans le monde et de tendre la main à tous les athlètes dans le monde. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs fédérations de karaté. Il y en a d'ailleurs toujours plusieurs. Et le président de la Fédération mondiale de karaté m'a clairement dit que non, c'est-à-dire que je faisais un acte, entre guillemets, illégal, d'essayer de parler à des gens qui sont dissidents. C'est-à-dire ceux qui sont dissidents, il faut les ignorer, et nous, on est une fédération. Et là, j'ai été en total désaccord, parce que je trouvais que justement la Fédération mondiale de karaté, dans un état d'esprit d'ouverture vers les Jeux Olympiques, c'était de rassembler, et non pas de s'éloigner des gens. Parce que, en fait, appartenir à une fédération dissidente, c'est pas un choix volontaire. Prenons un exemple. Moi, je suis enfant, demain on m'inscrit dans un club. Si ce club est affilié dans une fédération quelconque, on n'y peut rien, quoi, je veux dire. Donc on ne peut pas pénaliser des gens comme ça, sauf que la Fédération mondiale voulait absolument pas entendre parler des autres fédérations. Donc voilà, donc à partir de là, j'ai plus ma place et j'ai préféré arrêter. Alors, j'ai travaillé 4 années moi pour TF1, hein. J'étais professeur à la Star Academy, qui était une émission de jeunes, mais pendant cette période-là, des fois les gens ne le savent pas trop, mais en fait, moi je travaillais beaucoup, et notamment à la télé. C'est-à-dire que le matin j'avais mes cours, après
on avait comment dire, des appels téléphoniques pour répondre aux journaux, après aux médias, et après j'enregistrais beaucoup d'émissions, que ce soit sur plein de chaînes, des petites chaînes. Mettons, je faisais Teva, j'animais une émission qui s'appelait The Biggest Loser, j'étais sur une autre émission, je faisais 100 000 € sur la table, je repartais sur une autre émission, et j'enregistrais, c'était sur Énergie 12, oui, j'enregistrais Génération Mannequin, qui était l'équivalent de la Starac, hein, mais j'étais avec Adriana Carambeu, bon, voilà, enfin, bref. Donc en fait, je travaille à la télé presque 10 à 12 heures par jour. Et à un moment donné, j'en ai vraiment eu marre, sans savoir si la Star Academy allait continuer, s'arrêter ou quoi que ce soit. Et j'ai décidé d'arrêter. Et du jour au lendemain, j'ai annoncé que j'arrêtais, et j'ai arrêté. Et je suis rentré à Nice. Voilà. J'avais à ce moment-là pas mal de propositions de télé. On me proposait de faire des émissions autour de moi carrément. Parce que bon, au bout de 4 années sur TF1, on a quand même une notoriété qui s'installe. Après, voilà. Et j'avais fait le choix de dire c'est terminé. Et voilà, j'avais envie de revenir. Et j'ai plus jamais regardé derrière. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Alors, le temps a passé. Donc, après avoir fait de la télé, j'ai travaillé un petit peu, quoi, pas mal pour la ville de Nice, auprès de Christian Estrosi à ce moment-là, pour installer une politique sportive de la ville. J'ai travaillé aussi sur la candidature de Nice 2018 pour les stations de ski en tant que station olympique, et sur la candidature. Et puis maintenant, depuis quelques années, j'ai monté une société qui s'appelle Capacity. C'est une société qui est spécialisée dans l'activité physique adaptée, donc, notamment pour les personnes en EHPAD. Donc on a fait un programme qui est scientifique avec un ami à moi, Lionel Fassenda, qui est un chercheur associé à l'UFR STAPS de Nice. Et ce programme actuellement est installé dans exactement 157 maisons de retraite en France. Voilà. Et on a 60 coachs qui travaillent pour nous au quotidien, tous les matins et tous les après-midi. Et donc voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement, et ça me prend beaucoup de temps. Alors, justement, au mois de cet été, durant les Jeux Olympiques, donc à Rio de Janeiro, je crois que c'est la 111e session du comité olympique. Ils ont annoncé que le karaté allait être sport olympique en 2020 à Tokyo, au Japon. Donc du coup, c'est une annonce qui ne laisse pas indifférent, surtout moi, puisque je rêvais de gagner une médaille olympique que je n'ai jamais pu malheureusement gagner, hein, pour cause. Et donc cet été, lorsqu'il y a eu l'annonce, dans un premier temps, le premier réflexe, c'est de dire c'est super pour les générations à venir, pour les jeunes. Et puis après, le problème, c'est qu'on commence à dormir un peu moins bien. On se dit, tiens... Et depuis septembre, sans spécialement aucune pression, j'ai repris un entraînement sérieux. Par contre, je suis très encadré au niveau médical et ainsi de suite, parce que bon, je suis plus tout jeune. Et pourquoi pas, je vais tenter ma chance. Donc je m'entraîne actuellement beaucoup, je m'entraîne un peu plus de 6 heures par jour. Voilà, mais après, la vie écrira la suite. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pas Christophe Pina qui fait un retour à la compétition, parce que pour moi, la compétition, ça s'est arrêté le 14 octobre 2000, lorsque j'ai gagné les championnats du monde toutes catégories. Voilà. Si bien même je devais aller au jeu, ou si bien même je devais écrire une partie de l'histoire pour aller au jeu, voilà, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que le retour à la compétition, c'est pas une volonté. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher une médaille olympique. Voilà, ça c'est quelque chose, j'ai souffert de ne pas pouvoir le faire. Aujourd'hui, ça y est. Alors, bien évidemment, hein, le chose le plus facile à dire, c'est ouais, il est trop vieux. Oui, je suis trop vieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, certainement trop vieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dois au moins essayer. Voilà. J'ai pas le droit de ne pas essayer, parce que quelque part, je vis pas avec la vie des gens, je vis avec ma propre vie à moi. Et ma propre vie à moi, c'est pas de rester les bras croisés, de me dire c'est génial pour les jeux. Je peux encore peut-être le faire. Pourquoi je dis encore peut-être? Franchement, il y a très peu de chances. Mais en tout cas, rester les bras croisés, c'est pas la solution. C'est reprendre l'entraînement, c'est continuer de rêver. Je suis content que finalement, à mon âge, je puisse encore entendre des rêves d'enfant et essayer de les faire.